Vous êtes sur France 3, Paris-Île-de-France, soyez les bienvenus, c'est le 18h30 et ce soir avec vous nous abordons ce sujet sensible, l'alcoolisme chez les femmes. Comment briser le tabou? 1 500 000 femmes auraient une consommation excessive d'alcool dans notre pays. Alors quels sont les stéréotypes toujours ancrés autour des femmes et de l'alcool? Existe-t-il des facteurs exclusivement féminins qui augmentent le risque de sombrer dans l'alcoolisme pour les femmes? Comment briser le silence pour soigner et sauver ces femmes intoxiquées par l'alcool? Quels conseils pour ne pas rechuter et aider les proches à oser en parler avec leurs amis, leurs filles, leurs femmes, leurs collègues victimes d'alcoolisme? Nous en parlons avec nos invités que je rejoins tout de suite. Bonsoir à vous, Sylvie Coulombé, membre de l'association France Janvier Sobre. Vous allez célébrer le 12 octobre prochain vos 10 ans d'abstinence d'alcool. Bonsoir Marion Acquier, vous êtes psychologue clinicienne et présidente de l'association Alcooliques Anonymes France. Et bonsoir docteur Eric Ispard, médecin au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie Addiction France. Vous exercez dans le 14e arrondissement à Paris et nous l'avons appris juste avant cette émission. C'est important de le dire, Sylvie Coulombé, parce que monsieur Ispard ici présent, vous le dites, vous a sauvé la vie. Oui, c'est une émotion profonde qui est la mienne. C'est partagé. Et de retrouver 10 ans après la personne, mon sauveur, qui m'a accompagnée dans mon parcours de soins. Et donc déjà un message d'espoir pour commencer cette émission. C'est très important de dire qu'on peut évidemment être sauvé de l'alcoolisme. Alors, regardons ce chiffre du jour pour comprendre l'ampleur de ce phénomène. C'est 23%, car près d'un quart des femmes âgées de 18 à 75 ans boivent entre 1 et 6 verres d'alcool par semaine, selon une étude de 2019 de Santé publique France. Cette donnée est en augmentation de 4 points par rapport à 2014. Eric Ispard, on voit ici, on parle de 1 à 6 verres par semaine. Quelle est la dose d'alcool qui devient toxique, je dirais, et qu'il faut donc avoir en tête pour ne pas, hélas, être victime de problèmes avec l'alcool? Je crois qu'il faut respecter les chiffres de l'OMS. On a parlé de 3 verres, avec pas tous les jours, etc. Bon, je pense qu'on est dans la dépendance, dans quelque chose qui est bien au-delà. Donc c'est sûr que je crois que là on va parler de maladies et je crois qu'à juste titre, il faut avoir une séquence autour de la consommation. Donc on a vu, si on parle des femmes, on est arrivé parce qu'on n'a pas de seuil, à dire pendant la grossesse, alcool zéro. Ce qu'il ne faut pas dire qu'une femme qui, bien entendu, aurait consommé un peu pendant sa grossesse, au début, parce qu'elle ne le savait même pas, serait tout d'un coup en difficulté d'avoir un syndrome alcoolo-fœtal comme enfant. Donc il faut qu'on soit, entre les études, ce qui est déclaré et ce qui est la réalité, il y a beaucoup de différentiels. Ce qui est très essentiel, c'est pouvoir se dire, est-ce que je peux ne pas consommer, si je le décide? Est-ce que je peux consommer? Est-ce que je peux, des fois, être un petit peu dans l'excès parce que c'est la fête? Sûr. Mais cet engrenage, très vite, est repéré silencieusement par des patientes. Vous parlez d'engrenage. Regardez également ces chiffres importants et des chiffres édifiants. Regardez donc 1 500 000 femmes ont donc un problème avec l'alcool et l'alcool chez les femmes causerait 12 500 décès par an donc de femmes qui ont donc été victimes et qui sont donc victimes d'alcoolisme. Alors justement, Sylvie Coulombé, votre témoignage est très important ce soir parce que vous étiez cadre pour une grande marque de cosmétiques. Tout à fait. Quand vous avez hélas eu des problèmes avec l'alcool, racontez-nous comment cela est entré dans votre vie, ce problème avec l'alcool. Alors, en effet, je travaillais pour le groupe Clarins en tant que responsable marketing international. J'avais apparemment tout pour être heureuse, un enfant adopté et adoré, un mari aimant, une famille unie, un travail qui m'épanouissait, vraiment. Malheureusement, l'alcool s'est immiscé progressivement dans ma vie. Important aussi à dire, votre rêve est d'avoir un enfant. Vous avez eu un enfant donc adopté. Tout cela en même temps. Est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce qu'on peut se dire, est-ce que chez les femmes, le foyer, les responsabilités professionnelles, également les enfants, est-ce que cette pression a joué un rôle aussi pour vous dans votre problème avec l'alcool, Madame Coulombé? Certainement, parce que une femme est multidimensionnelle. Elle est femme, organisatrice d'un foyer, elle est responsable de sa vie professionnelle, elle intervient, elle est femme amante,
épouse et elle est mère. Et donc Sylvie Colombet, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à prendre un peu d'alcool pour vous détendre, et comment la bascule s'est opérée pour vraiment être victime d'alcoolisme? J'avais mis en place un sas de décompression entre ma vie professionnelle et ma vie familiale, je dirais, qui s'accompagnait d'un verre ou deux verres de vin blanc. Et puis, il s'est fallu plus de quantité pour avoir le même effet. Et puis, ce rendez-vous est devenu incontournable, voire même avancé dans la journée. Et peu à peu, j'ai senti que je perdais pied et que l'alcool m'était plus du tout un plaisir. Hein. J'ai évolué sur une courbe qui allait du plaisir, de la satisfaction, à la perte de contrôle et la grande souffrance. Et comment se traduisait la perte de contrôle? C'était une bouteille par jour? C'était en cachette le soir? La journée? C'était en cachette, bien évidemment. Le soir, à un moment, on ne sait même plus les quantités qu'on consomme, hein, parce que j'ai demandé, sentant un déséquilibre profond entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, j'ai demandé un congé sabbatique. Et là, c'était tout le principe et le mécanisme de l'addiction s'est mis en place pour moi. Tu ménages donc très très fort. Regardons également des données pour comprendre, je dirais, les catégories socio-professionnelles, parce qu'on parlait à l'instant, vous êtes donc cadre. Effectivement, ce sont les femmes cadres d'abord. Hein. 12% d'entre elles ont un problème avec l'alcool. Ensuite, ouvrières et artisanes, 8%, employés de bureau, commercial, agents de service, 7%. Bon, on le voit, les femmes cadres sont très touchées, mais d'autres professions aussi. Justement, Marion Acquier, vous qui êtes psychologue clinicienne, ce type de témoignage, vous l'entendez très souvent, ce glissement, hein, ce n'est pas soudain, et cela concerne tout le monde. Tout le monde peut avoir un problème avec l'alcool. Est-ce que c'est important d'en parler? Je parle bien sûr d'un point de vue socio-professionnel, et pour toutes celles et ceux qui nous regardent, et les proches qui nous regardent, et qui connaissent des gens dans leur entourage qui ont un problème et qui n'osent pas en parler. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle qui est protégée, qui ne risque pas de tomber, enfin sombrer, ou je ne sais pas les mots employés, mais le problème d'alcool, c'est pas une histoire de catégorie socio-professionnelle, c'est pas une histoire d'intelligence, de moyens financiers, d'âge, c'est un problème qui va se mettre en place, voilà, insidieusement. L'alcool devient indispensable et ça crée des ravages. Docteur Éric Ispard, justement, ce qu'on met dans votre cabinet quand les femmes viennent vous voir, d'abord, première question, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui viennent avec l'alcool, parce qu'on entend cela aussi à cause des fêtes, et après, une fois que la fête est finie, hélas, elles continuent aussi à boire. Et quels sont peut-être les points communs entre ces femmes qui sont donc, hélas, victimes d'alcool? Je crois que j'ai 40 ans de métier. Donc, au début, on voyait des femmes qui venaient très honteuses et qui s'étaient rendues compte très vite, plus que les messieurs, que leur consommation n'était pas naïve, alors que les types revenaient du boulot, du machin, etc., avec les autres potes, etc. Donc, il y avait une espèce de solitude qui faisait que les femmes pigeaient assez vite qu'elles avaient un problème, et bien entendu n'osaient pas l'exprimer. Alors, vous évoquez ce carrefour où les femmes, actuellement, les jeunes femmes et les jeunes hommes, je veux dire, sont à peu près les mêmes capacités de prendre des produits, etc. On va très loin, on a vu que le tabac, elles ont même dépassé les jeunes hommes. Il y a une expérimentation de produits et il y a des prises de risques, avec des sexualités, je vais dire, dont on ne sait même plus avec qui on était, etc. Donc vraiment, et quand même, le lien très fort reste quand même que l'alcool, on n'arrive pas à s'en arrêter comme ça. Alors cocaïne, autres produits, etc., bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'au fond, si on reprend la consommation dans la vie génitale d'une femme, l'adolescence, dans quelque chose de très simple, un syndrome prémenstruel, il y a une suralcoolisation souvent, sans qu'on rentre dans quelque chose qui soit une nouvelle fois pathologique. La ménopause, les cancers du sein, dont il faut se dire qu'il faut vraiment faire très très attention. Évidemment, les violences conjugales, les viols. On a beaucoup de nos patientes qui ont été évidemment soumis à des agressions majeures. Regardons d'ailleurs cette donnée très importante qu'on voulait donc souligner. C'est un point très important chez les femmes. Quand une femme a été victime d'agression ou de violences sexuelles, cela multiplie par 36 le risque d'alcoolisme. C'est considérable, docteur Ispard.
mais bien entendu. Et on a vu ces derniers temps qu'avec l'histoire de la Covid-19, le confinement, le télétravail, où il y a eu des violences intraconjugales, avec donc des femmes qui étaient peut-être aussi s'alcoolisant, mais aussi victimes de l'alcoolisation de leurs compagnons. Donc il y a vraiment ce cœur d'action à prendre en main pour éviter ces drames. Et donc, il faut briser le tabou. C'est le but de cette émission ce soir. C'est très important de ne pas culpabiliser qui que ce soit, mais de comprendre le phénomène, donner des clés pour comprendre et surtout pour aider les personnes qui ont un problème avec l'alcool et également l'entourage. Et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Sylvie Coulombé. Oui. Comment ça s'est passé d'abord, vous, pour que vous compreniez que vous aviez un problème avec l'alcool? Et deuxièmement, est-ce que votre entourage, est-ce que vos collègues, est-ce que vos amis sont venus vous en parler, ont tenté de vous aider, Madame Coulombé? Non, parce que alors déjà, je reviens sur le fait que, en tant que malade, on est rempli de honte et de culpabilité. Donc, on se cache, et en tant que femme, on se cache encore plus. Quant à l'entourage, il est souvent ce qu'on connaît pas nous fait peur, et il est souvent dépourvu d'arguments et même de solutions. Donc, moi, j'ai eu affaire au rejet de ma famille. Ma famille a explosé. J'ai perdu aussi mon travail, j'ai perdu ma vie sociale, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu ma liberté. L'entourage est face à quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il va se transformer en une personne qu'il ne reconnaît pas et on le prend pas suffisamment en charge non plus parce que c'est une grosse source de souffrance aussi pour l'entourage. Justement, nous allons entendre l'extrait d'un documentaire, le témoignage d'une femme qui s'appelle Nathalie. Elle revient sur sa grande difficulté d'aider sa collègue Isabelle à l'époque où celle-ci avait des problèmes avec l'alcool. On regarde et on écoute ses témoignages. C'est vrai que le sentiment qu'on a le plus ressenti, c'est l'impuissance. L'impuissance, le fait de te voir dans cet état-là, de voir la dégringolade et de rien pouvoir faire. On vient de voir le visage très ému d'Isabelle qui entendait sa collègue. Sachez que à l'époque de la diffusion de ce documentaire en décembre 2011, à l'époque Isabelle était à 7 mois d'abstinence. On a vu vraiment cet entourage démuni. Marion Acquier, quels conseils donner à celles et ceux qui nous regardent ce soir, et on le sait, ils sont très nombreux, à avoir une personne de leur entourage qui a un problème avec l'alcool? Ils ne veulent pas en parler, ils n'osent pas en parler. Certains pensent qu'ils vont protéger le membre de leur entourage. Quoi leur dire ce soir? Protéger, c'est pas une solution. Parce que, quelque part, on empêche ou on retarde la prise de conscience. Il faut en parler, même si la personne réagit mal. Couvrir les dépenses ou les éclats de voix ou les choses en dissimulant, ça va contribuer au déni et retarder la démarche. Docteur Ispar, addictologue, vous voulez réagir sur l'importance de l'entourage pour briser le tabou, parce que le silence tue. Plus c'est pris en avance, plus on sauve des vies. Tout à fait. C'est le jeu du cache-cache. L'enfant se cache. Ce qui est dramatique pour l'enfant, c'est quoi? C'est de ne pas être trouvé. C'est pareil pour nos patients. Donc ceux qui nous regardent, la pire des choses, c'est le silence. Donc d'abord de dire qu'il y a des structures de soins, d'accueil. Vous parliez du cabinet, c'est pas un cabinet, c'est une structure médico-psychosociale non payante. Il y en a dans tout l'Hexagone, il y en a en Île-de-France, heureusement. Sans doute pas assez, mais il y en a. Et en tous les cas, l'association Addiction France, depuis des années, ça va être les 150 ans, je veux dire, offre du soin. Donc il faut dire d'abord qu'il y a une souffrance qui est copartagée. Donc évidemment, l'entourage souffre. À ma consultation, dans le XAPA, 1 sur 2 de mes consultants a eu un des parents qui a eu le problème. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transmet dramatiquement, pas du tout de façon génétique, en tous les cas ça serait des recherches qui ont été faites, mais au moins dans l'épigénétique, c'est-à-dire que l'enfant qui dit de sa mère qui a arrêté l'alcool, ça sent plus maman. Vous ne pensez pas qu'il y a une trace pendant des années de ce qui a pu être la merveilleuse maman? Il faut que les personnes qui nous écoutent, d'avoir un problème d'alcool,
ou d'autres produits d'addiction ne disqualifient pas le sujet dans ce qu'il est. Et ce soir, un témoignage d'espoir avec vous, Sylvie Coulombé. Vous allez célébrer le 12 octobre prochain vos 10 ans d'abstinence. Et à côté de vous, ne le savez pas, on l'a découvert côté coulisses tout à l'heure, le docteur, vous le dites, qui vous a sauvé votre vie. Comment êtes-vous arrivé à ce centre que dirige Monsieur Ispar? Alors après plusieurs tentatives infructueuses de cure, de sevrage, etc., j'ai eu ce qui s'appelle le fameux déclic, comme un électrochoc, le jour où, par décision de justice, on m'a retiré la garde de mon fils. Je rappelle, un fils adopté et adoré, qui avait 8 ans à l'époque. Et j'ai été... c'était comme un coup de poignard dans le cœur, et j'ai été violemment projetée sur un mur qui m'offrait 2 solutions. Soit je continuais et je mourais, et j'avais déjà bien entamé le fait de creuser ma tombe, soit je vivais mais sans alcool. Et quand vous avez découvert l'existence de Monsieur Ispar? J'ai été orientée vers l'hôpital Fernand Vidal. J'étais à l'époque aussi. Donc c'est très important. Orienté par qui? Par votre médecin généraliste? Par mon médecin généraliste. Donc c'est important d'en parler à son médecin généraliste et ensuite d'aller dans ces fameux centres très importants de prévention en addictologie. Alors écoutons désormais le témoignage de Michel. Après 22 ans d'alcoolisme, elle a réussi à s'en sortir. Elle nous explique comment. C'est vrai que j'ai remplacé l'alcool par les bonbons. Je mangeais beaucoup de bonbons et de glace. Une addiction se remplace par une autre au départ. Et puis je me suis occupée. J'adore écouter des concerts, donc j'écoute beaucoup de musique. Et j'ai commencé à faire du bricolage. J'ai appris à faire des cartes postales. Et ça m'a vraiment occupée, ça me vide la tête. Puis j'aime bien mon petit jardin, mes petites fleurs. C'est vrai que j'aime bien. Et lors de la diffusion de ce documentaire, en décembre 2021, Michel, qu'on vient d'entendre, était, elle, donc à 3 ans de vie sans alcool. Elle nous expliquait un petit peu les différents éléments pour se raccrocher à la vie et ne plus boire. Ça, c'est très important. Marion Acquier, vous donc également, qui êtes présidente de l'association Alcooliques Anonymes France, qu'est-ce que vous mettez en place pour sauver ces personnes et surtout pour que plus jamais elles ne soient de nouveau victimes d'alcoolisme? Justement, les réunions des alcooliques anonymes, c'est des gens qui partagent leur expérience, leur espoir aussi, leur force. Et c'est justement le fait d'être passé par là, de se sentir, ils décrivent souvent de se sentir chez soi, parce qu'ils peuvent tout dire, ils savent qu'ils ne seront pas jugés, ils savent qu'ils vont s'identifier et ils pourront mieux se comprendre en écoutant les autres et en parlant d'eux-mêmes. Et pour vous, donc Sylvie Coulombé, vous allez être bientôt patiente experte. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, patiente experte, c'est une personne qui a vécu la maladie, qui en a donc la connaissance expérientielle et qui va se former pour découvrir l'aspect médical de cette maladie, non plus l'aspect vécu, mais l'aspect médical. Et forte de ces 2 connaissances, elle va pouvoir être une personne ressource dans le cadre de la pérédance. Et bien sûr, vous, votre engagement pour France Janvier Sobre et pour donc bientôt Patiente Experte, c'est très important pour votre vie, justement. Dernière question, docteur Éric Ispar. Souvent, on entend, oui, l'alcool, pour les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, finalement, peut-être arrêter tranquillement, un verre de temps en temps. On l'a entendu, ça. Est-ce qu'il faut rappeler que c'est important d'arrêter définitivement? Je crois que là, je pense qu'il faut revenir sur... on soigne 3 générations. Donc, une nouvelle fois, on ne va pas avoir la même attention, le même langage, le même constat avec quelqu'un qui a moins de 30 ans, quelqu'un qui a 40, 50 ans. Et je vois des seniors qui arrivent en consultation, qui ont consommé quasiment toute leur vie. Donc, parler de la question alcool n'est pas la réponse absolument indispensable et nécessaire, qui serait l'abstinence. Il y a des modulations, et avec beaucoup de respect pour les mouvements d'entraide, etc., votre histoire, de personnes qui ont dû arrêter, mais avant, on peut réduire les consommations et les dommages. Et d'où l'importance de venir vous voir, docteur Éric Ispar, médecin au Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Merci beaucoup à vous aussi, Sylvie Coulombé, membre de l'association France Janvier Sobre. Vous allez célébrer vos 10 ans d'abstinence. Et merci aussi à vous, Marion Acquier, Alcooliques Anonymes France. Émission très forte ce soir. Tout de suite, votre journal régional.